En 1973, une livre de bœuf haché coûtait 99 cents et une famille de 5 personnes ne pouvait toujours pas se le permettre. Alors, les mères américaines ont fait preuve de créativité. Ils ont transformé du pain, du sucre et un peu d'ingéniosité en encas qui ont permis de garder les enfants tranquilles, le ventre plein et la dignité intacte. Le plat numéro 14 de cette liste était si courant dans les quartiers ouvriers que les historiens de l'alimentation pensent que la moitié du pays en consommait au moins une fois par semaine. Mais aujourd'hui, vous auriez honte de l'admettre. Le numéro 7 avait en fait été recommandé par les infirmières scolaires en 1971 comme une option saine pour les activités extrascolaires. Et le numéro 3, celui pour lequel les enfants se battaient, qu'ils suppliaient d'obtenir et dont ils rêvent encore des décennies plus tard, possède une chimie des saveurs que les scientifiques de l'alimentation ont depuis découvert qu'aucune collation moderne n'a jamais réussi à reproduire. Ces 25 encas ont disparu discrètement, non pas parce qu'ils étaient de mauvais, mais parce que l'industrie agroalimentaire a dépensé des milliards pour convaincre les Américains que la vraie nourriture se trouvait dans un sachet orné d'une mascotte de dessin animé. Avant de commencer, abonnez-vous, car ce que vous allez lire pourrait bien vous envoyer directement dans votre cuisine. Passons en revue les 25 encas oubliés des années 1970, destinés aux pauvres que plus personne ne fabrique. Numéro 25, pain sucré. Si vous avez grandi dans un foyer ouvrier dans les années 1970, vous le savez déjà. Une tranche de pain de mie, douce et blanche comme un nuage, tartinée généreusement de margarine, de sauce Blue Bonnet, de sauce Land O'Lakes, de tout ce qui était en promotion, puis saupoudrée généreusement de sucre blanc en poudre. C'était le goûter. En 1972, une miche de pain coûtait environ 28 $. Le sucre provenait d'un sac de 5 livres qui coûtait moins d'1 $ et durait un mois. Le pain moelleux a absorbé la margarine. Le sucre se dissolvait légèrement sur les bords, là où il touchait la matière grasse, devenant quelque chose de presque cristallin et de sucré. Personne n'a appelé ça une recette. Personne ne l'a écrit. C'était tout simplement ce qu'on faisait quand il n'y avait rien d'autre. Aujourd'hui, les parents regarderaient le pain sucré avec horreur. Mais ces mêmes parents en mangeaient chaque semaine et s'en sortaient très bien. Numéro 24, biscuits et sirop de caroube. En 1970, le sirop de maïs coûtait 49 $, la bouteille de 16 onces, et une petite quantité suffisait pour beaucoup de choses. Un paquet de salta du fond du garde-manger, un filet progressif de carreaux foncés sur le dessus. C'était un dessert en période de disette. Le sirop s'est infiltré dans les petits trous du biscuit, juste assez pour le rendre collant et sucré sans le ramollir. Le dark carreau avait une profondeur de mélasse qui donnait aux crackers un goût presque semblable à celui du pain d'épices. Une boîte de crackers salés coûtait environ 39 $. On pouvait nourrir 4 enfants pour moins d'1 $. Plus personne ne fait ça parce que plus personne n'en a besoin. Mais ceux qui ont grandi avec cette musique vous diront qu'elle sonne toujours bien. Numéro 23. Coupelle de mortadelle frites. Bologne a été le grand égalisateur de l'Amérique dans les années 1970. À 89 cents la livre, c'était la charcuterie qui a nourri toute une génération. Mais la version goûtée, celle que les enfants avaient réellement demandée, était tout autre chose. Vous avez déposé une épaisse tranche dans une poêle sèche à feu moyen et vous avez regardé. En 90 secondes, les bords se sont détachés du centre et la tranche a pris la forme d'une coupe parfaite. Ce gobelet se remplissait de moutarde, de ketchup, de Vita si vous en aviez, ou de rien du tout si vous n'en aviez pas. Les bords étaient légèrement carbonisés et croustillants. Le centre est resté tendre, savoureux et chaud. Les enfants les mangeaient directement dans la poêle, sans assiette, se brûlant les doigts sans s'en soucier. Elle a disparu des cuisines lorsque la charcuterie est devenue chère et lorsque l'idée d'aliments transformés est devenue un sujet de conversation à voix basse. Numéro 22.
sandwich au beurre de cacahuète et à la banane. Les familles pauvres du Sud américain les fabriquaient bien avant Graceland. Dans les années 1970, une grappe de banane coûtait environ 15 cents la livre. Le beurre de cacahuète coûtait 65 cents le pot et durait 2 semaines. Tartinée en couches épaisses sur du pain blanc avec des tranches de banane mûres, la purée de fruits s'est légèrement ramollie au contact du pain, devenant presque crémeuse à l'endroit où elle rencontrait le beurre de cacahuète. La douceur contrebalançait parfaitement le sel prononcé. Certaines familles sont allées plus loin. Ils ont fait fondre du beurre dans une poêle chaude, y ont mis le sandwich et l'ont fait frire jusqu'à ce qu'il soit doré des deux côtés. La banane caramélisée. Le beurre de cacahuète était bien chaud, quelque chose d'extraordinaire pour environ 20 centimes. Numéro 21. Mayonnaise sur pain blanc. Voici une chose qui fait reculer les Américains modernes, et cette réaction en dit long sur le chemin parcouru depuis la véritable pauvreté. Un pot de Hellmann's coûtait 0,7. Il y avait toujours du pain. Quand il n'y avait plus rien d'autre dans le réfrigérateur, ni charcuterie, ni fromage, ni reste, on se faisait un sandwich à la mayonnaise. 2 tranches de pain, une généreuse couche de beurre des deux côtés, sel et poivre. La matière grasse donnait au pain une texture consistante. Le sel et l'acidité ont suffisamment éveillé vos papilles gustatives pour vous donner l'impression d'avoir réellement mangé quelque chose. Les familles qui possédaient un jardin ont ajouté une tranche de tomate de leur potager. C'était la version de luxe. Plus personne ne parle de ce goûter, car la faim a la fâcheuse tendance à rester privée. Mais ceux qui les ont créés savent exactement quel goût ils ont éprouvé, et ils s'en souviennent sans honte. Numéro 20. Saucisses de Vienne. Directement de la boîte. Une boîte de blindage. En 1975, les saucisses de Vienne coûtaient 29 shillings. 7 petites saucisses caoutchouteuses baignaient dans une saumure pâle et légèrement gélatineuse. Une saumure que des générations d'enfants américains ont bu sans y penser à 2 fois. Vous avez soulevé le couvercle, sorti une saucisse avec 2 doigts et l'avez coupée en 2. La peau a craqué. L'intérieur était salé et dense, avec une saveur qui ne correspond à rien de ce qui existe aujourd'hui en. On en trouvait dans tous les garde-manger, en guise de solution de secours. La chose que tu as ouverte quand rien d'autre n'était prêt. Les saucisses de Vienne existent toujours techniquement. Mais dans les années 1970, cette petite boîte à languettes signifiait que tout allait bien se passer jusqu'à la paix. Numéro 19. Viande en pot sur crackers. Viande en pot étalée sur des crackers. Une petite boîte rectangulaire de viande en conserve coûtait environ 19 cents en 1972. Et on l'étalait sur des crackers, avec un couteau à beurre, parfois avec un filet de moutarde jaune par-dessus. Une pâte lisse et tartinable, de la couleur d'une enveloppe à la vanille, au goût puissant de sel et de fumée, avec quelque chose de presque cuir en dessous. Sur un cracker, cette intensité était parfaitement logique. Une boîte de conserve nourrissait 2 enfants. 2 boîtes de conserve nourrissaient une famille. Ceux qui ont mangé ça n'ont pas demandé ce qu'il y avait dedans. Demander de l'argent coûtait quelque chose que vous n'aviez pas. Ces boîtes de conserve existent encore sur les étagères du bas de certains supermarchés, mais le savoir-faire pour en faire quelque chose de bon à manger a presque disparu. Rupture de motif 1. C'est là que les entreprises agroalimentaires entrent en scène. En 1971, Fredo a dépensé 47 millions de dollars en publicité. C'était plus que le produit intérieur brut de certains petits pays. Ils ne faisaient pas que vendre des chips. Ils vendaient l'idée que le vrai goûter venait d'un sachet, pas d'une cuisine. Les encas de cette liste coûtent quelques centimes et ne nécessitent que 30 secondes d'effort. Ils avaient un goût authentique parce que c'était du vrai pain, du gras, du sel et tout ce qu'on avait sous la main. L'industrie des snacks ne pouvait pas en tirer profit,
Elle n'a donc pas cherché à la concurrencer. Ils l'ont remplacée non pas par souci de goût, mais par marketing. Ils ont vendu l'idée que les encas emballés étaient modernes et que la nourriture faite maison par les pauvres était quelque chose dont on finirait par se lasser. Ils avaient raison. L'Amérique s'est enrichie. Ils se trompaient en pensant que plus riche signifiait meilleur. Numéro 18. Du pain et du lait. Vous avez déchiré du pain blanc rassis en morceaux. Vous les avez mis dans un bol et vous avez versé du lait entier chaud dessus. Ajoutez une cuillère à soupe de sucre. Consommez-le comme des céréales ou comme une soupe, selon votre éducation. Dans le Sud, certaines familles ajoutaient une pincée de sel à la place du sucre. Dans le Midwest, certaines utilisaient du bas-beurre, ce qui changeait complètement le caractère, acidulé et presque épais. Un pain coûtait 28, un demi-gallon de lait coûtait 65. C'était le goûter du soir quand il n'y avait pas de dessert. Ce que préparait une grand-mère âgée tard le soir, une fois que tout le monde était couché. Le lait chaud et le pain moelleux procurent un réconfort authentique qu'aucune collation industrielle n'a jamais réussi à égaler. Numéro 17. Tartine au sucre et à la cannelle. Beurrez une tranche de pain d'un seul côté. Mélangez 4 parts de sucre blanc pour 1 part de cannelle moulue. Toujours plus de sucre que de cannelle. Étalez ce mélange sur le beurre. Placez la tranche sous le grill pendant exactement 90 secondes. Surveillez la cuisson à travers la vitre du four, car 91 secondes faisaient la différence entre une cuisson parfaite et une cuisson brûlée. À la sortie du four, le sucre avait caramélisé, donnant une texture croustillante sur les bords et fondant au centre. La cannelle avait fleuri sous l'effet de la chaleur. Cela a coûté environ 4 centimes. C'était le goûter que les mères préparaient lorsque les enfants étaient malades, lorsqu'il faisait froid dehors, ou lorsqu'une petite douceur leur semblait nécessaire, mais que le budget ne le permettait pas. Plus personne n'en fait, car cela nécessite de rester debout devant le four pendant 90 secondes. Et apparemment, nous n'avons plus 90 secondes. Numéro 16. Craquelin et beurre de cacahuète avec un raisin sec dessus. Un cracker Ritz tartiné de beurre de cacahuète avec un raisin sec au centre. Voilà toute la recette. Une boîte de Ritz coûte environ 4. Beurre de cacahuète, 65. Une petite boîte de raisins secs, 29. Pour $1,39, vous pourriez préparer environ 40 collations. Aux États-Unis, les sous-sols d'églises nourrissaient ainsi des congrégations entières. Les cafétérias scolaires l'utilisaient comme friandise du vendredi après-midi. Le raisin sec unique était la touche finale qui donnait au plat un aspect fini. Sans le raisin, ce n'était qu'un simple biscuit. Avec le raisin, c'était un hors-d'œuvre. Cette distinction avait une importance capitale quand on avait 7 ans. Le diable rouge d'Underwood sur la petite boîte en métal était la mascotte des encas des années 1970. Une boîte coûtait environ 0,35 et contenait suffisamment de pâte de jambon poivré à tartiner pour recouvrir la moitié d'un paquet de crackers. Étalez-le directement de la boîte sur un cracker salé et mangez-le en une seule bouchée. Le goût était agressif. Jambon cru passé au hachoir avec de la moutarde et des épices jusqu'à obtenir une consistance entre une pâte à tartiner et une pâte. Sur un cracker, c'était extraordinaire. Tout seul, directement sorti de la boîte, avec le doigt en douce. C'était effronté et génial. Le jambon déleté existe toujours, techniquement parlant. Mais le rituel d'ouvrir cette petite boîte en métal après l'école, le diable rouge qui vous sourit, ce rituel a disparu. Numéro 14. Pain de maïs émietté dans du lait froid. Si vous venez du sud des États-Unis ou des Appalaches, vous n'avez pas besoin d'explications. Vous êtes peut-être déjà en train de prendre un verre. Des restes de pain de maïs émiettés dans ce lait, mangés à la cuillère dans un grand verre. Le pain de maïs s'est ramolli en 30 secondes, gonflant au fur et à mesure qu'il absorbait le lait. Vous le mangiez froid, souvent au souper lors des chaudes nuits d'été
où cuisiner était une véritable punition. Une livre de farine de maïs coûtait environ 19. Demandez à n'importe qui ayant grandi dans une famille du Sud dans les années 1970 s'il s'en souvient. Observez leur visage. Le gouvernement savait exactement ce qui se passait. En 1975, l'USDA suivait ce que mangeaient les familles américaines pauvres, et les résultats étaient précis. Les ménages de la classe ouvrière dépensaient en moyenne 1,64 $ par personne et par jour pour toute la nourriture, petit déjeuner, déjeuner, dîner et toutes les collations entre les deux. En 1975, 17 millions d'Américains ont bénéficié du programme de bons alimentaires. Les encas des pauvres des années 1970 ne sont pas nés de la paresse ou de l'ignorance. Elles sont nées de la nécessité et ont été mises en œuvre avec une créativité extraordinaire. Gardez cela à l'esprit pour tout ce qui reste à venir sur cette liste. Numéro 13. Sandwich à la tomate. C'était la règle uniquement en été. Un vrai sandwich à la tomate exigeait une vraie tomate, pas celle, pâle et creuse, qu'on trouve au supermarché, mais une tomate du jardin, charnue, à la chair ferme et gorgée de soleil. Du pain blanc, de la mayonnaise Hellmann's étalée généreusement des deux côtés, du sel, du poivre et 3 épaisses tranches de tomates qui dépassèrent des bords. Appuyez! Mangez-le immédiatement, debout au-dessus de l'évier, car le jus abîmerait n'importe quel vêtement. Presque toutes les familles ouvrières possédant un jardin cultivaient des tomates, car les graines ne coûtaient presque rien. Un sandwich à la tomate coûtait environ 6 cents en août 1974. Sans cette tomate du jardin, il ne vous reste que du pain et de la mayonnaise. Numéro 12. Quen de porc provenant du bocal de la station-service. Pas le sac, le bocal. Les stations-service gardèrent sur le comptoir de grands bocaux en verre remplis de quen de porc. Vous avez soulevé le couvercle à charnière, vous avez tendu la main et vous avez laissé tomber une pièce de 500 sur le comptoir. La quen de porc de la station-service avait une texture allant d'aérée à légèrement caoutchouteuse, selon le morceau, et chacune avait une texture distincte de porc, contrairement aux quen modernes bourrées d'arômes artificiels. Quand les supérettes ont remplacé les stations-service, le bocal a disparu lui aussi. Quelque chose dans cette transaction, le bocal, le nickel, le fait de plonger la main dedans, a disparu et n'est jamais revenu. Numéro 11. Beurre de cacahuète gouvernemental surtout. Si vous aviez droit à la distribution de denrées alimentaires de base dans les années 1970, vous les receviez dans une grande boîte argentée institutionnelle, avec des lettres noires au pochoir indiquant beurre de cacahuète. Plus dense que celle du commerce, avec un goût d'arachide plus intense. Sans sucre ajouté, le beurre se séparait dans la boîte en huile et en matière solide, et il fallait le remuer avant utilisation avec un couteau à beurre, ce qui constituait un petit rituel en soi. Tartinez-le sur du pain blanc, sur des crackers, sur des tranches de pommes ou mangez-le à la cuillère, debout au comptoir. Ceux qui ont grandi avec ça se souviennent distinctement de sa saveur, plus riche que celle du Jif, plus forte que celle du Skippy. Aujourd'hui, le beurre de cacahuète naturel qui nécessite d'être remué est vendu comme produit de santé à un prix 3 fois supérieur à celui du beurre de cacahuète industriel. En 1973, il était distribué par le gouvernement et permettait de nourrir des familles. Farine, sel, levure chimique et eau. Une simple pâte étalée finement et déposée dans de l'huile chaude dans une poêle épaisse. Dorée en 90 secondes de chaque côté, gonflant à la cuisson, l'extérieur craquant, tandis que l'intérieur restait moelleux et légèrement caoutchouteux. À déguster nature, saupoudré de sucre glace et accompagné de miel, de sirop de sorgho ou de tout autre aliment sucré disponible. Pour une famille de 6 personnes, le coût total de production d'une fournée s'élevait à 15 centimes. Cette tradition se perpétue dans le pain frite amérindien, qui véhicule sa propre histoire culturelle profonde. Mais la variante populaire, que les grands-mères du Sud appelaient simplement beignets,
a quasiment disparu. Le saindoux est parti en premier, puis la fonte, puis le savoir. Rupture de motif 3. Voici ce que les fabricants de produits de grignotage ont fait et dont personne ne parle. En 1978, Frito-Lay, Nabisco, General Mills et 6 autres grands fabricants de snacks ont réussi à faire pression contre les exigences d'étiquetage nutritionnel. Le véritable argument était que, comparé à celle d'un sandwich à la tomate ou d'une tranche de pain frit, la liste des ingrédients d'un sachet de chips n'était pas flatteuse. Les encas du pauvre des années 1970 avaient des listes d'ingrédients que l'on pouvait réciter par cœur, car on les préparait soi-même. Farine, sel, eau, beurre de cacahuète, pain, mayonnaise. L'industrie ne misait donc pas sur la transparence pour se faire concurrence. Elle rivalisait sur le volume, sur la couleur, sur les mascottes de dessins animés et sur la vitesse pure de la publicité destinée aux enfants. En 1980, l'enfant américain moyen avait vu 20 000 publicités pour des produits de grignotage. Aucune de ces publicités ne concernait du pain de sucre ou des biscuits en bocal. Cet oubli n'était pas accidentel. Numéro 9. Crackers et beurre. Un biscuit salé tartiné de vrai beurre, pas de margarine. Les familles qui ont fait cela croyaient en l'authenticité, même lorsqu'elles n'avaient pas les moyens de se permettre grand-chose d'autre. Ils ont fait pénétrer le beurre dans les petits trous à l'aide d'un couteau de table jusqu'à ce qu'il ramollisse. Le beurre adoucissait le goût salé prononcé du biscuit. Le biscuit donnait de la structure au beurre. Ensemble, ils sont devenus plus riches et plus satisfaisants que chacun pris séparément. Une boîte de crackers salés coûtait 39. Une livre de beurre coûtait 0,7. Un manchon et un bâtonnet ont permis à une famille de grignoter pendant 3 jours. Vous pouvez encore le faire. Rien ne vous arrête, mais presque personne ne vous arrête. Numéro 8. Les sandwichs au cornichon. Pain blanc, moutarde jaune et tranches de cornichon à la nette. L'acidité du cornichon réveillait votre bouche d'une manière que des encas plus chers n'avaient jamais réussi à faire. La moutarde ajoutait une seconde saveur acidulée. Un bocal de cornichons à la nette coûtait 39. La moutarde coûtait 25. C'était le goûter quand il n'y avait ni charcuterie, ni fromage, ni aucune autre source de protéines dans le réfrigérateur. Les ouvriers emportaient des sandwichs aux cornichons dans des sacs en papier sur les chantiers, car ils se conservaient mieux que n'importe quel sandwich à la mayonnaise. Le sandwich aux cornichons n'a jamais eu droit à un chapitre dans un livre de cuisine, ni à une renaissance au restaurant. Il est toujours là, à attendre. Il faut environ 45 secondes pour l'assembler, et cela ne coûte presque rien. Numéro 7. Les nouilles ramen consommées sèches, non cuites, écrasées, encore dans leur sachet avec le sachet d'assaisonnement secoué dessus. Lorsque les nouilles Top Ramen sont arrivées dans les magasins américains au milieu des années 1970, au prix de 10 cents le paquet, la découverte a été rapide. Vous n'aviez pas besoin de les faire cuire. Le bloc de nouilles séchées, réduit en morceaux grossiers à l'intérieur du sac, était consommé comme des chips. 2 paquets coûtaient 20 centimes et ont occupé les mains de 4 enfants pendant 20 minutes. Le sachet d'assaisonnement les a rendus intensément savoureux. Tu as fini tout le sachet avant de te rendre compte que tu mangeais de là depuis 10 minutes d'affilée. La version enfant livré à lui-même, le scénario où la mère ne rentre pas avant 18 heures, avait un désespoir et un plaisir spécifique qu'aucune situation de confinement en résidence étudiante n'a vraiment égalé depuis. Numéro 6. Sandwich au sucre brun. Du beurre sur du pain blanc, du vrai beurre. Car le sucre brun nécessitait du beurre pour que la réaction chimique fonctionne. Du sucre brun tassé en épaisses couches sur le beurre, se dissolvant au point de contact pour former une sorte de pâte entre une pâte et un glaçage. Cette interface, où la matière grasse rencontrait le sucre chargé de mélasse, offrait une profondeur caramélisée que le sucre blanc et la margarine n'ont jamais atteinte.
Une boîte de sucre brun Domino coûtait environ 35 $ en 1974. Les familles qui faisaient de la pâtisserie en avaient toujours à la maison. Les enfants ont vite compris que la boîte de cassonade dans le garde-manger, associée au pain et au beurre du réfrigérateur, équivalait à un goûter après l'école qui semblait presque extravagant. Cette volonté de trouver le luxe dans le garde-manger le plus simple. Les ingrédients étaient la marque de fabrique de la cuisine ouvrière des années 1970 dans ce qu'elle avait de plus authentique. Une boîte de sardines King Oscar à l'huile d'olive coûtait environ 39 cents en 1975. 6 à 8 petits poissons entiers. Les os étaient suffisamment ramollis pour être mangés entièrement, leur chair gorgée de sel et de mer. Sur un cracker bien garni, avec un filet de moutarde jaune, une sardine par cracker. Le calcium contenu dans les os les rendait véritablement nutritifs. Leur teneur en oméga 3 les rendait, selon les normes modernes, presque honteusement sains. Mais la saveur était prononcée, pas pour ceux qui associent la nourriture à la douceur et à l'agréable. Les gens qui ont grandi en mangeant des sardines sur des crackers ne les considéraient pas comme un aliment de pauvres. Ils les considéraient comme ayant raison. C'est cette confiance que les années 1970 ont perdue lorsque la sophistication s'est éloignée de tout ce qui avait un goût prononcé pour ce qu'elle était réellement. Numéro 4. Tranches de spam frites à la poêle. Pas froides, coupées épaisses et frites dans une poêle sèche. Pas besoin d'huile. Le spam se suffit à lui-même jusqu'à ce que les deux faces soient bien dorées et que l'extérieur soit croustillant, tandis que l'intérieur reste chaud et juteux. À 79 cents la boîte en 1973, une seule boîte suffisait à nourrir une famille pendant 2 jours. Le spam brut, c'est bien. Le spam frit, c'est une toute autre histoire. La surface brune offrait une saveur concentrée, presque baconnée, d'une manière que la version froide n'aurait jamais pu égaler. Hawaï n'a jamais abandonné cette tradition. Le reste de l'Amérique s'est désintéressé de la question à mesure que les revenus augmentaient et que le spam devenait la risée de tous. La chute était fausse. Le spam frit était bon. Numéro 3. Du Velveeta sur des crackers fondus sous le grill. Les biscuits Ritz sont disposés sur une plaque de cuisson. Se racle la gorge. De fines tranches de Vita, environ 19 $ pour un bloc de 2 livres en 1975, sont placés sur chaque cracker. Ils passent sous le grill pendant exactement 60 secondes. Velveeta fond à une température inférieure à celle du vrai fromage. Et lorsqu'il entre en contact avec un biscuit Ritz chaud, il ne se contente pas de fondre, il fusionne. Le sommet se couvre légèrement de cloques, prenant une teinte dorée au sommet. Le bord, là où le fromage rencontre les crackers, ressemble presque au bord d'un sandwich au fromage grillé. Toute cette expérience, le croquant, l'intérieur velouté, le léger goût de brûlé, est un événement textural que les entreprises modernes de snacks essaient de reproduire depuis 50 ans dans un sachet. Personne n'y est parvenu, car il est impossible de contrôler les 60 secondes sous le grill. On ne peut pas immortaliser le moment où l'on retire le plateau et où l'on sent la chaleur de la poêle. Cette collation était authentique. Cela a coûté quelques centimes. Et le fait qu'il ait été remplacé par un sachet de biscuits industriels est l'une des petites tragédies de l'histoire culinaire américaine. Numéro 2. Des fourmis sur une bûche. La version originale. La version d'aujourd'hui me convient. Céleri, beurre de cacahuète, raisins secs. Mais la version originale des années 1970 comportait des variantes aujourd'hui pour la plupart disparues. Certains foyers ont remplacé les raisins secs par des abricots secs coupés en petits morceaux ou ont utilisé du fromage à la crème à la place du beurre de cacahuète avec un filet de miel. Le céleri n'était pas prédécoupé et ne provenait pas d'un sachet. C'était un paquet sorti du réfrigérateur, ficelle comprise, rempli sur le comptoir de la cuisine pendant que quelqu'un d'autre parlait encore. On a distribué des stocks aux enfants et on leur a dit de les remplir eux-mêmes.
L'atelier de bricolage a permis de transformer un légume et un condiment en une expérience interactive qui a occupé les enfants pendant 20 minutes. Au début des années 1970, les nutritionnistes scolaires ont fait circuler des fiches de recettes pour cette collation précise, la recommandant à 8 cents par enfant. La version spontanée du comptoir de cuisine impair a disparu. En premier lieu, du pop-corn fait maison avec du vrai beurre et du sel assaisonné. Avant les sachets pour micro-ondes, avant les halls de cinéma, avant les versions soufflées aromatisées, les filets de caramel et les assaisonnements artisanaux pour bagels. Il y avait une lourde casserole sur la cuisinière, 2 cuillères à soupe de Crisco, une demi-tasse de grains de maïs et un couvercle qui cliquetait lorsque le maïs commençait à éclater. Un sachet de maïs à éclater coûtait environ 35 cents en 1972 et permettait à une famille de regarder des films pendant 6 ou 7 soirées. Lorsque les éclats ralentissaient à un toutes les 3 secondes, vous retiriez la casserole et la vidiez dans le plus grand bol de la maison, toujours le plus grand bol, car il fallait que ce soit le plus grand bol, et vous versiez du vrai beurre fondu dessus et vous secouiez les camions. Le beurre a pénétré de façon irrégulière. Certains grains étaient fortement enrobés, salés et riches. Certaines ont été à peine touchées. La variation était l'essentiel. Le bol fut placé au centre de la famille et chacun y plongea la main en même temps. Et le samedi soir en Amérique, en 1974, avait ce goût-là. Le pop-corn au micro-ondes a tout changé dans les années 1980, et, à certains égards, en bien. Mais la version qui nécessitait une casserole, un couvercle qui cliquetait, et toute la famille présente dans la cuisine pour regarder la cuisson se dérouler, cette version-là avait un goût qui dépassait celui du simple maïs. Elle avait le goût de toute la décennie, chaleureuse, imparfaite et indéniablement authentique. Fabriquez-en un cette semaine. Toast au sucre et à la cannelle sous le grill. Des coupelles de mortadelles frites dans une poêle sèche. Velveeta sur Ritz pendant 60 secondes. Vous ne serez pas embarrassé par ce qui se passera. Voici ce qui va se passer. Vous allez le manger et vous serez brièvement transporté dans une cuisine dont vous ne vous souviendrez peut-être même pas consciemment. Et vous comprendrez que les années 1970 n'ont pas produit de mauvaise nourriture. Ils faisaient de la vraie nourriture rapidement, à bas prix, et honnêtement parce qu'il n'y avait pas d'autre option. Dites-moi dans les commentaires lequel vous allez réaliser en premier, car ce savoir ne doit pas disparaître avec la génération qui l'a inventé.